C'est tout bon pour toi? Donc, bonjour à tous et à toutes une nouvelle fois. Je suis dans Debian depuis relativement longtemps, depuis 2004. Je suis DD depuis 2008 et donc j'interviens sur le Debian Server, comme je vous disais, depuis 2012. Et en parallèle, depuis quelques années, je vends mes services à des sociétés, des entreprises, des collectivités qui ont envie ou besoin de se faire accompagner sur l'utilisation, la bonne utilisation, le développement, le packaging, etc. sur Debian. Ce que je vais vous raconter, c'est comment on a planifié une mise à jour de plus de 2500 terminaux relativement similaires. On va voir un petit peu ça globalement en 4 étapes. Je vais vous faire une petite présentation de Debian, donc pas aussi complète que celle de Nicolas, mais pour souligner un petit peu les petits points qui sont un petit peu importants sur cet aspect de migration, on va dire, un peu massive. Dans la deuxième partie, je vais vous présenter vraiment le cœur de la mission, donc la migration de Debian 6 vers Debian 8. Dans une troisième partie, on va parler automatisation, fiabilisation. Donc on va rejoindre les problématiques d'Ansible qui ont pu être évoquées hier, avec un petit mot de conclusion. S'il nous reste un petit peu de temps, étant donné que là maintenant, tout de suite, ces semaines-ci, je suis en train de passer de Debian 8 à Debian 9, je pourrais vous faire un petit comparatif de comment ça se passe sur ces deux migrations, s'il nous reste un petit peu de temps. Donc, on a Debian qui est une distribution libre, donc qui vient avec un ensemble de paquets qui sont compilés, prêts à l'emploi, qui sont censés fonctionner plutôt bien les uns avec les autres. De temps en temps, il y a des incompatibilités, mais on essaye de les détecter, de les corriger quand on en découvre. On a des paquets qui sont fournis par les équipes qui développent Firefox, LibreOffice, etc., qu'on appelle des paquets upstream. Donc on a récupéré depuis des fournisseurs de logiciels. Et on a aussi des paquets qui sont spécifiques à Debian. On a tout un réseau de miroirs qui permet de distribuer tous ces paquets. Donc c'est de là que vous allez pouvoir récupérer les paquets en disant je veux installer tel paquet, je veux mettre à jour tel paquet, etc. Le système d'installation, j'en parlais très rapidement, donc Debian Installer, je ne vais pas revenir dessus. Et on a aussi de nombreuses méthodes d'installation. Ça pareil, on va mettre de côté. Nos documents de référence, on a le contrat social Debian qui explique un petit peu comment on est, quels sont nos buts, pourquoi on est là, et les principes du logiciel libre selon Debian, donc les fameuses DFSG, qui permettent de savoir un petit peu ce qu'est un logiciel libre, quelles sont les propriétés qu'on attend d'un logiciel libre, et savoir comment on fait la distinction entre des choses qui sont destinées à être intégrées dans Debian ou des choses qu'on ne peut pas intégrer. Après, on peut bien évidemment essayer de parler avec les auteurs pour voir s'il y a moyen de corriger un petit peu les petits bugs de licence qu'on pourrait avoir. Au niveau du fonctionnement, on a des centaines ou des milliers, ça dépend un petit peu comment on compte les personnes qui sont officiellement dans le projet en tant que développeurs. Les gens qui ne sont que, et je mets des gros guillemets autour, mainteneurs. Donc ils n'ont pas tout à fait les mêmes droits au niveau de paquets, au niveau des votes, au niveau des accès aux machines, etc. Et tous les contributeurs, on va dire entre guillemets externes, qui vont remonter un bug, proposer une traduction, venir aux conférences où on organisait, comme Denis l'a très bien fait pour ce week-end. Mais tout ça, on a des développeurs qui sont majoritairement bénévoles, qui peuvent être éventuellement payés par leur société pour passer du temps professionnel sur Debian, mais on n'a pas de boîte derrière qui va dire Debian doit faire ceci, Debian va faire telle chose de telle façon. On est indépendant d'intérêts, on va dire, financiers. Et par ailleurs, on n'a pas de frais de licence, pas de frais d'installation, etc. Après, le fait qu'on soit principalement bénévole dans la distribution ne veut pas dire qu'il n'est pas possible de se faire accompagner. On a entendu parler d'Evolix hier, mais on peut avoir des problématiques sur le packaging, donc l'empaquetage en bon français, sur l'administration système, sur j'aimerais installer mon logiciel sur tel matériel, mais il n'est pas supporté par le système d'installation, parce qu'il est trop récent, parce que c'est une super carte mère en cours de développement pour laquelle on n'a pas encore tous les pilotes, etc. Ou sur des problématiques de mise à jour. Donc là, on peut faire appel à des consultants qui sont normalement spécialistes de la distribution Debian. Après, bien évidemment, avec la réputation et tout, vous pouvez faire un choix plus ou moins éclairé. On a donc une page qui liste des consultants. Donc il n'y a pas de sélection à l'entrée. On vérifie juste qu'ils ont bien un site web et qu'a priori ils font du Debian, etc. Donc il faut faire un petit peu éventuellement attention de ce côté-là. Et donc j'interviens dans ce cadre-là avec ma société Debamex sur un ensemble de choses. Je ne vais pas vous faire la retape de ma boîte, je ne suis pas là pour vous la vendre. Vous pouvez voir
voir le site web ou m'en parler lors d'une pause. On va continuer sur comment ça se passe dans Debian avec le cycle de développement de publication, le fameux release cycle. On a un développement qui se fait à la fois dans Unstable et dans Testing. Unstable, c'est la distribution dans laquelle on récupère tous les paquets qui ont été mis à jour. Et Testing, c'est la distribution de test dans laquelle les paquets, après un certain temps et selon certains critères, peuvent passer ou non. Les critères sont souvent, il n'y a pas de bug considéré comme critique. Les dépendances sont satisfaites. On ne va pas migrer la moitié d'un ensemble de paquets, on va migrer un ensemble de paquets cohérents. Et au bout d'un moment, on va essayer de stabiliser cette version testing. Donc on a ce qu'on appelle un freeze, un gel. On va essayer de stabiliser cette version et on va publier ce qu'on a dans testing en tant que la nouvelle stable, environ une fois tous les 2 ans. La version précédente, donc de stable, devient old stable, c'est l'ancienne stable, et on la maintient encore pendant 1 an, ce qui permet de laisser du temps aux gens pour migrer d'une version à l'autre. On n'est pas obligé, le jour de la sortie de la nouvelle stable, de faire tout de suite la migration. Mais 1 an, en fonction de quelles sont vos infrastructures, etc., ça peut être relativement court. C'est pour ça qu'on peut avoir besoin d'accompagnement. Les mises à jour, on a des correctifs de sécurité. Donc c'est des mises à jour en continu au fil de l'eau. Il peut y en avoir plusieurs dans la journée, etc. Donc ça arrive via une archive dite de sécurité, dans laquelle on met les mises à jour de sécurité. Et des fois, on a des correctifs importants. Donc que ce soit des correctifs de sécurité qui ne sont pas vraiment urgents, donc on les met dans un coin, ou des correctifs de stabilité, où dans tel cas particulier, le logiciel peut cracher et tout, mais on n'a pas besoin de le corriger tout de suite. Mais on n'a pas envie de dire, bon, bah, rendez-vous dans 2 ans pour la correction. Donc dans ce cas-là, on va organiser ce qu'on appelle des point release. Donc ce sont des mises à jour mineures de la version stable. La version stable est censée ne pas bouger du tout, mais on s'autorise quelques changements pour corriger des bugs importants. Ces point release, on les fait environ tous les X mois. Le X varie, mais en gros entre 1 et 3 mois en fonction de la disponibilité des équipes qui sont chargées de gérer tout ça. Un exemple, on a Debian 9 qui a été publié le 17 juin. C'est la version 9, c'est la toute première fois qu'on la publie, donc elle est numérotée 9.0. Et on voit que là, 1 mois après sa publication, on a une première mise à jour mineure qui est la 9.1. En gros, on a détecté qu'il y avait un certain nombre de petits soucis lors des mises à jour, etc. Et pour cette première point release, on essaie de la faire relativement vite pour corriger la première grosse passe de bugs sur laquelle on n'était éventuellement pas tombé pendant la stabilisation. Debian 8 a été mise à jour le même jour. On est passé de 8.8 à 8.9. Même chose, on a intégré des correctifs de stabilité dans cette version 8.8 qui est passée à 8.9. Si on regarde un petit peu comment ça se passe au niveau des mises à jour donc, de Debian 6, 7, 8 et 9, je ne vous ai pas mis le graphe complet parce que ça débordera un petit peu. On voit qu'on a bien la période de recouvrement dont je vous parlais tout à l'heure, entre la sortie de Debian 7 et la fin de vie. IOL pour end of line ou end of life. On va avoir toute cette période pour pouvoir migrer de 6 à 7 avec des mises à jour qui sont toujours assurées dans cette distribution Debian 6. Même chose lors de la sortie de Debian 8, on voit qu'on a un peu plus d'1 an pour passer de Debian 7 à Debian 8. Et on va continuer comme ça. Ici, Debian 7, c'est fini. Je ne vais pas détailler Debian LTS, etc., long term support, parce que ça dépasserait complètement le timing imparti. Mais la fin du support officiel est arrivée à cette date-là. Pendant ce temps, Debian 8 continue, Debian 9 continue. On va arriver donc sur le cœur de la mission qui est passé de Debian 6 à Debian 8. Le truc qui était assez rigolo, c'est que j'ai été contacté environ là, donc début 2016, pour une migration de Debian 7 à Debian 8. Puis il faut aller assez vite parce que la fin du support arrive là maintenant dans quelques mois. Et au moment de faire le devis, réunion de cadrage et compagnie, bon, je vérifie la version qu'il y a sur les box et tout, pop, 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 ah, c'est pas une Debian 7, c'est une Debian 6. Ah, puis là aussi, ah, puis là aussi. En fait, on n'a plus du tout de support depuis X mois. Donc là, on s'est dit, c'est vraiment le moment de mettre à jour et de ne pas traîner parce qu'on est vraiment sans filet pour vous récupérer d'un point de vue bug de sécurité, etc. C'était un petit peu, ça fait un peu peur. Donc, en quoi consiste cette mise à jour? On a un parc d'environ 2500-2600 terminaux de type serveur en x86, donc c'est les cartes mères AMD ou Intel, donc pas d'architecture entre guillemets exotique.
Le système, c'est une Debian de base avec quelques paquets personnalisés, donc des paquets métiers. Globalement, c'est pour gérer du réseau. Je ne vais pas rentrer dans le détail, etc., mais c'est pour gérer des aspects réseau que ces terminaux sont déployés. Comment se passe le déploiement? On a une image système qui est préparée avec un système de génération de ce qu'on appelle un master. C'est une image qu'on va recopier sur le disque. Et une fois qu'on démarre cette image, on va aller configurer, donc on appelle ça le provisionnement. On va mettre une adresse IP, un numéro de client et quelques logins, mots de passe, identifiants, etc. pour que l'équipement se comporte comme on le souhaite. Au niveau de la maintenance ultérieure, et c'est là qu'on rejoint les problématiques évoquées par Evolix hier, on a une maintenance qui est complètement manuelle. On a une équipe de maintenance avec entre, disons, 5 et 10 personnes, je n'ai pas les chiffres exacts, qui vont se connecter à la main sur chacune des machines et faire des trucs. De manière, moi j'aime bien tel outil. Ah, mais moi j'aime bien tel autre. Ah, bah moi j'aime bien tel autre. Et on se retrouve comme ça avec 4-5 outils différents qui font à peu près la même chose, mais pas sur toutes les machines. Donc on commence à sentir que c'est peut-être pas génial. Donc c'est manuel, pas de standardisation. Et quand on regarde un petit peu les sources de différence, bah, bien évidemment, d'un point de vue matériel et donc logiciel, on a les architectures 32 bits et enfin l'architecture 32 bits et l'architecture 64 bits, donc on n'a pas exactement la même liste de paquets installés. On peut avoir des petites différences subtiles, genre libsysfs2 qui est seulement nécessaire sur i386 et pas sur AMD64. On a eu aussi plusieurs versions successives d'images master. Donc on peut avoir une machine qui est déployée avec le master de 2014 ou d'un deuxième ou troisième version en 2014 ou en 2015 ou en 2016, etc. Les mises à jour de sécurité pouvaient être appliquées ou non. Alors déjà, on n'avait pas le support et en plus, on n'avait pas de garantie qu'à un moment donné, on a appliqué toutes les mises à jour de sécurité qui étaient disponibles. Donc du coup, c'est pas génialissime. On peut avoir donc la configuration manuelle, genre j'ai changé le port d'écoute de SSH, non, parce que la maintenance serait un petit peu compliquée. Mais on peut avoir des petites choses. J'ai installé un serveur d'HCP, j'ai fait des trucs en plus, etc. Au niveau des particularités pour ce parc spécifique, on a donc le passage de 6 à 8, j'en ai déjà parlé. Ce sont des sites distants. C'est pas un truc facile avec des VM dans un coin. On peut prendre la main dessus avec un KVM ou ce genre de choses. L'accès se fait via SSH. On a obligation de maintenir cet accès SSH, parce que si on perd la main sur les machines, ça veut dire que quelqu'un va partir avec un serveur sur sa mobilette et va essayer de changer le matériel qui ne marche pas. Vous faites ça à l'échelle d'un pays entier, ça ne passe c'est le genre de choses qui ne sont pas possibles. Donc on doit continuer à tout prix, assurer la continuité au niveau système. En revanche, d'un point de vue métier, c'est pas grave d'avoir une interruption de service. Si le réseau pour le client ne fait pas ce qu'il faut ou est, on va dire, planté ou non fonctionnel pendant 1 heure ou deux, le temps de la mise à jour qu'on fait une fois tous les X mois, c'est pas très grave. L'important, c'est vraiment s'assurer qu'on garde la main sur la machine à tout moment. Donc, on a dégagé 3 grands axes. On veut, uniformiser le parc, parce que le coup de machin installe tel truc à tel endroit, c'est vraiment une mauvaise idée. Puisqu'on multiplie en fait toutes les combinaisons de paquets qu'on peut avoir au départ, et du coup quand on applique une mise à jour qu'on essaye d'automatiser, ben, on risque d'avoir des surprises parce qu'on ne va pas avoir les mêmes comportements d'une machine à l'autre. On veut aussi développer une procédure de mise à jour pour le parc installé, qu'on va pouvoir jouer sur chacune des machines. En parallèle, on va valider un nouveau master, donc cette nouvelle image qu'on va pouvoir générer et installer sur les nouvelles machines qui vont ensuite être expédiées chez les nouveaux clients. On veut le valider directement en Debian 8. Comme ça, on ne va pas continuer à envoyer des machines qui sont préconfigurées avec un master Debian 6 qu'on va ensuite devoir mettre à jour. C'est un peu bête. Mais du coup, on va faire un petit peu les deux en même temps, histoire que notre nouveau master et nos mises à jour qui s'appliquent nous donnent globalement le même système. Ce serait dommage de générer de nouvelles différences. Donc, on va parler un petit peu d'uniformisation du parc. Globalement, ce qu'on a fait, on a utilisé Ansible dans un mode un petit peu particulier. On l'a utilisé en mode collecte de données. On lance des commandes sur chacune des machines, on récupère la sortie, et ensuite on compare la sortie de chacune des commandes. Ces commandes, on va les utiliser pour avoir la liste des paquets installés, donc le nom, la version, la liste des fichiers de configuration dans SHETC, puisqu'on peut avoir justement nos admins qui ont ajouté un fichier, ou supprimé un fichier, ou peut-être modifié un lien symbolique. Donc c'est pour ça qu'on a les deux aspects, la liste des fichiers de configuration et la liste des liens symboliques dans SHETC.
un extrait de dpkg-l, vous voyez une liste avec le statut. Donc ici, tout le monde est en II, c'est installé, il n'y a pas de problème particulier. Le nom du paquet, et ensuite la version. Si vous regardez un dpkg-l maintenant, vous verrez qu'il y a l'architecture qui a été ajoutée, mais là, on était encore en Debian 6, donc c'est vieux, et on n'avait pas encore les histoires de multi-arch, etc. Un exemple de script shell pour collecte d'informations. Donc on fixe le nombre de colonnes, on fixe la locale à C. En gros, on désactive tout ce qui est traduction. On lisse les paquets, on lisse les fichiers, on lisse les liens symboliques. Et avec la dernière commande un petit peu compliquée ici, on va lister les correspondances entre les sources des liens symboliques et les destinations des liens symboliques. Et ensuite, tous les fichiers qu'on a générés dans SageTMP, on les récupère avec Ansible. Ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? On va analyser tout ce qu'on a récupéré par ce biais-là. Globalement, qu'est-ce qu'on va faire? Pour repérer les groupes de machines qui semblent similaires, plutôt que regarder ligne à ligne chaque fichier, on calcule une somme de contrôle pour chacun des fichiers, et ensuite on fait des groupes. Tiens, tel checksum, je l'ai vu pour tant de machines, pour tant de machines, pour tant de machines, et ça permet de dégager des groupes. Idéalement, on pourrait se dire, il y a les machines MD64, il y a les machines i386, on devrait avoir environ 2 groupes, plus les petites disparités qu'on a pu évoquer. En fait, on a beaucoup de ce qu'on appelle des flocons de neige, puisque chaque machine est un petit peu différente, elles sont toutes un petit peu différentes les unes des autres. Si on regarde les plus gros groupes, on voit quand même qu'on a un groupe de 1410 machines qui ont la même liste de paquets. Donc c'est plutôt cool. Donc après, on voit tout de suite qu'on passe à quelques centaines, quelques dizaines. Donc là, on commence à se dire que les groupes sont de plus en plus petits. Et ce qui fait vraiment peur, c'est qu'on a 145 groupes dans lesquels on a moins de 10 machines. Souvent, c'est une ou deux. Je ne vous ai pas donné toute la liste parce que ce n'est pas forcément très intéressant. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un très gros groupe, des plus petits groupes et des très 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 petits groupes. Donc ça fait un peu peur quand on arrive et on se dit qu'on va essayer d'uniformiser parce qu'il y a vraiment besoin. Ici, quelques exemples. On a un système sur lequel on a le métapaquet 26486. Donc c'était la vieille version de nommer le métapaquet qui permet d'installer le bon noyau sur i386. Sur une autre machine, on l'a en version -486. Entre-temps, ça s'appelle 586 ou 686. Deux terminaux 64 bits, on peut avoir notre paquet qui a été récupéré depuis les backports, mais à des moments différents. Vous voyez ici que ça, c'était le 3e upload pour Debian 7, alors qu'ici, c'est le 6e upload pour Debian 7. Du coup, en fonction de quand on a installé ou quand on a fait notre mise à jour, on n'a pas forcément exactement la même version de tous les paquets. Même si la liste des paquets est bonne, on n'a pas forcément les bonnes versions en face. Oui, avec le changement 4 tiers, 16 neuvième, etc., ça coupe un peu. Mais donc, le nom du métapaquet, la version majeure du noyau. Donc, on a donc 2632 et un noyau 3.2. Et la révision du noyau, donc le numéro de version un peu plus précis, on va dire. Dans les autres sources de différence, j'ai déjà évoqué les mises à jour de sécurité, de stabilité. Ces fameuses applications de point release sont appliquées ou pas. Les paquets installés à la main. Du coup, j'ai créé un outil de filtrage des cas problématiques, histoire de dire, tel paquet, on sait qu'il peut être dans telle version, tel paquet, on sait qu'il peut être dans telle version, tel paquet, on a envie de l'installer partout, tel paquet, on a envie de le désinstaller partout. Et comme ça, on va se mettre d'accord avec l'équipe de maintenance, quels sont les outils que vous voulez utiliser, et on les installera partout, plutôt qu'être installés un par un sur chacune des box en fonction de leurs besoins. Comment cet outil a été élaboré? On compare les deux plus gros groupes. Donc, si on reprend ce qu'on avait un petit peu avant, on compare le groupe avec 1410 machines et celui avec 102. On regarde quelles sont les grosses familles de différences et ensuite on adapte un petit peu le script pour dire tel truc je dois l'installer partout, tel truc je dois l'enlever partout. Et ensuite on refait une passe d'installation, suppression de paquets, on refait la collecte et ensuite on recompare les différents groupes. Et normalement, si on fait bien le boulot, les groupes deviennent de moins en moins nombreux et le nombre de machines au sein de chaque groupe augmente. Donc un petit exemple, on voit que DNSMask-base, il n'était pas dans la même version partout. On a le plus B1. Pourquoi? Parce que sur AMD64 et sur i386, il a été recompilé ou pas. On voit aussi qu'il y en a un qui a été installé a priori depuis une sorte de backport
Ah bah non, il n'y a pas le BPO, etc. C'est juste une machine de test qui, elle, est en Debian 8, qui nous servait de témoin, et on voit qu'il y a un numéro de version différent. Pour EPRoot, on voit qu'on a pareil une différence de version. Pourquoi? Parce qu'on a eu besoin, sur un ensemble de machines données, de backporter, de récupérer une version plus récente par rapport à ce qu'on avait dans Stable. Module init tools, c'est un petit peu pareil que cette histoire de recompilation. D'ailleurs, mais c'est plutôt cohérent. On voit que le plus B1, on a le même nombre de représentants pour chacune des versions. C'est donc bien un truc qui est lié à l'architecture. On voit Estras, Temux, Tree qui ont été installés à la main sur quelques machines. Donc ça fait partie du lot de suppression suivant où on va uniformiser en dégageant les paquets qui ont été installés à la main. Au final, on a des stats par paquet des cas problématiques, et on peut vérifier comme ça de temps en temps qu'il n'y a pas un nouveau cas qui est arrivé. On a des actions à planifier sur les terminaux. Est-ce qu'on va installer un truc partout ou le supprimer partout? Et au niveau des groupes de terminaux, de 167, on passe à 2. C'est ce qu'on voulait, AMD64 d'un côté, i386 de l'autre. On a utilisé le même genre de logique pour comparer les listes de fichiers qu'on a dans SHETC. Donc là, on s'intéresse uniquement à la liste des fichiers, pas leur contenu. Mais c'était déjà pas mal parce qu'il y avait un peu de taf pour ça. Et ensuite, même chose pour les liens symboliques. Donc source et destination, histoire de voir si jamais un lien symbolique pointe à un autre endroit, etc. Là où on a eu besoin de faire quelques petites adaptations, notamment gérer des motifs avec des wildcards. Pourquoi? Parce qu'on a des paquets qui ont pu être ajoutés, retirés, mais qui ont laissé leur fichier de configuration. On a des paquets avec des scripts d'initialisation. Donc, pour ceux qui sont assez vieux pour se souvenir de comment ça se passait avant systemd, on avait des etc, rc0.d, rc1.d, etc. avec des scripts soit S et un numéro et un nom pour démarrer un service avec une priorité donnée, ou K avec un numéro et un nom pour arrêter, quand on arrive dans ce niveau d'exécution, ce run level, le service correspondant. Et du coup, même chose, en fonction de quels paquets ont été installés, dans quel ordre, etc., l'ordonnancement qui a été calculé par l'ancien système d'init peut être différent, et du coup, ça nous génère plein de fichiers. Donc la solution, c'est facile. Tout ce qui ressemble à un nom de fichier qui a cette tête-là, hop, on l'ignore, et puis on calcule la somme de contrôle, quel est en gros l'identifiant global de ma liste de fichiers, sans ces trucs problématiques. On a aussi des fichiers de sauvegarde, de débugage. J'y reviens tout à l'heure si il nous reste du temps dans la partie bonus. Bilan, parc très hétérogène au premier abord, bien plus que ce à quoi on pouvait s'attendre, parce que globalement, c'est le même système partout. On développe des outils d'analyse, on fait des collectes automatisées, des actions automatisées, etc. Et ça nous permet de mener des actions de manière ponctuelle sur le parc pour uniformiser à un moment T donné. Bonus, les actions qu'on mène à un moment T donné, on va pouvoir les réutiliser plus tard. Typiquement, on pourrait se dire, c'est bon, on a fait la migration, fin de l'histoire, on passe à autre chose, et tout va bien. Mais non, parce qu'il y a les terminaux qui sont connectés, mais qui sont derrière une ligne ADSL qui, un jour marche, et un autre jour pas marche. Du coup, si vous loupez la fenêtre dans laquelle vous avez appliqué vos actions sur tout le parc, trop tard. Donc du coup, on va pouvoir réutiliser ces actions plus tard pour se dire « Ah tiens, tu avais loupé cette étape de mise à jour ou d'uniformisation, de mise en conformité. On va pouvoir la réutiliser plus tard. » Et bien évidemment, vous avez les terminaux qui sont encore dans des cartons, qui ne sont pas encore installés et qui ont encore l'ancienne version. Et du coup, il va falloir s'occuper d'appliquer les actions sur cela aussi au moment où ils sont mis en place. On ne va pas faire revenir tous les trucs, faire un SAV dessus et les renvoyer après. C'est un peu dommage. Au niveau de la procédure de mise à jour, comment ça s'est passé? De manière standard, quand on passe d'une version à la version d'après, on va s'assurer qu'on a la toute dernière version, donc ici de Debian 6. On va modifier notre fichier source6.list pour dire je veux passer de Squeeze à Wheezy. Je vais lancer la mise à jour en mettant à jour la liste des paquets disponibles avec update. Je mets à jour tous les paquets qui peuvent être mis à jour sans installation ou suppression de nouveaux paquets avec upgrade et dist upgrade en mode je fais ce qu'il faut pour passer en virant éventuellement des paquets obsolètes et en installant d'éventuelles nouvelles dépendances. Les étapes préalables, bien évidemment, on se documente. On a des notes de publication, les fameuses release notes, qui documentent des problèmes courants ou des choses sur lesquelles on a besoin d'intervenir lors de cette phase de mise à jour. Et ça, c'est bien de le faire avant de lancer les mises à jour, plutôt qu'après. On a le nettoyage des paquets obsolètes, des paquets locaux. Donc, c'est des choses qui ne sont plus disponibles dans la distribution. Ça peut perturber la mise à jour. Donc, on va essayer de faire un nettoyage avant.
Et là, vu qu'on avait des paquets métiers, des paquets personnalisés avec le code, on va dire, spécifique au client dedans, j'ai fait une revue de ces paquets pour vérifier qu'il n'y avait pas des trucs qui étaient éventuellement dépréciés ou mal implémentés qui pouvaient perturber la mise à jour. Bien évidemment, on en a trouvé, sinon c'était pas drôle. Les grandes étapes, on part du dernier master, de la dernière image qu'on a produite, on la met à jour dans Debian 6, on la met à jour, on la bascule vers Debian 7, on nettoie les paquets obsolètes, on redémarre pour avoir le nouveau noyau, et ensuite on fait la même manip pour passer de Debian 7 à Debian 8. Donc globalement, ça fait quelques grandes étapes, ça a l'air super facile. Pourquoi deux mises à jour? On pourrait se dire, je passe de Debian 6 à Debian 8, et puis hop, comme ça, je zappe la moitié des trucs. Alors, d'une part, ce qui est vraiment testé, et ce qui est vraiment important au niveau de l'équipe de publication, etc., c'est de pouvoir passer de la version N à la version N+1. Et le N+2, ben, peut-être ça marche, mais il n'y a absolument aucune garantie. Et après test, puisque j'ai quelqu'un chez le client qui me dit « Oh non mais c'est bon, c'est pas la peine de gna 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 », j'ai essayé, et en fait, UDEV, c'est la blague habituelle, c'est un composant très bas niveau qui s'interface avec le noyau. Si on installe le nouveau UDEV sur l'ancien noyau, UDEV il dit pas content, il n'y a pas les trucs dont j'ai besoin dans le noyau, donc du coup, et tout s'arrête. Donc on fait quand même 2 étapes de mise à jour. Vérification, on fait un petit peu le même genre de vérification que ce qu'on avait au niveau de l'uniformisation du parc. On va sauvegarder la liste des paquets, donc le nom du paquet, les versions, etc., avec le dernier master, après mise à jour dans Debian 6, dans Debian 7, dans Debian 8, et on vérifie ce qui se passe dans term.log. Term.log, c'est le fichier dans lequel apt va loguer tout ce qui a été affiché au niveau de la console pendant la mise à jour. Premier test, alors ça c'était le truc absolument génial, qui n'est pas forcément le cas partout, c'est qu'on pouvait faire des tests dans une machine virtuelle. Il n'y a pas de dépendance sur le matériel, en fait s'il y en a une, il faut avoir 2 cartes Ethernet. Donc ça m'a coûté ajouter une interface Ethernet dans LiveVirt. Donc c'était pas très cher pour tester, plutôt que prendre un matos éventuellement un petit peu vieux, avec un disque dur qui tourne, qui est lent, etc. Et surtout, ça permet d'avoir des sauvegardes faciles. Il suffit de cliquer sur un bouton pour prendre un snapshot à un moment donné. Et ensuite, comme ça permet de revenir à une version pour dire « Ah bah zut, la mise à jour dans Debian 6, dans Debian 7, tout s'est bien passé, mais le passage à Debian 8 a explosé. » Bah hop, c'est pas grave, je reprends mon dernier snapshot et je repars de là. Et bien évidemment, on a eu un souci, puisqu'on a ulogd 2, qui essaye d'écrire ce fichier etc ulogd pas2.conf, qui appartient aussi au paquet ulogd pas2. Et du coup, on a 2 paquets qui, a priori, ulogd2 est probablement le remplaçant de ulogd tout court, mais il n'y a pas la relation breaks qui va bien, ou le replaces qui permet de dire je te vole ton fichier de configuration et c'est pas grave. Donc dpkg dit pas content, pas content. Contournement facile, on supprime le paquet ulogd du début. Et puis comme ça, on installe juste ulogd2 et hop, fin d'histoire. Sauf que, ah ben non, pas de bol, on a un paquet métier qui en dépend. Donc on aurait pu se dire, il suffit de modifier le paquet métier pour enlever la dépendance. Mais on se génère du boulot pour faire une mise à jour en plus. Donc on va peut-être éviter de faire ça. Du coup, ce qu'on a été amené à faire, c'est créer un faux paquet ulogd-fake, histoire de dire c'est vraiment un faux paquet. On a un outil qui s'appelle Ekives qui permet de faire ça. Et du coup, on a installé en première étape ce paquet à la place de ulogd2, et ça permet de dire, je dégage le paquet qui ulogd tout court, je dégage le paquet qui m'embête, mais j'ai un provide, je dis que je fournis cette fonctionnalité, donc le système de gestion de paquets est content quand même. Et comme ça, on passe à l'étape d'après. Les états intermédiaires, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, donc les listes de paquets, les listes de fichiers, etc. Ce qu'on a fait en plus par rapport à ce que j'évoquais sur les grandes étapes de mise à jour, on a aussi apt-get auto-remove qui permet de dire tous les trucs qui avaient été installés pour des raisons de dépendance, qui n'ont pas été installés explicitement par l'utilisateur ou lors de la génération du master, si on n'a plus besoin, on peut s'en débarrasser. Comme ça évite que l'image système augmente de taille en permanence. Ce qu'il fallait vérifier aussi, c'est toutes les questions, toutes les réponses, donc les prompts dpkg pour dire attention, tel fichier a été modifié, voulez-vous conserver votre version, prendre la nouvelle version du mainteneur, regarder les différences, etc. Donc du coup, il a fallu faire un choix, quels sont les trucs qu'on conserve ou non pour chacun des paquets. Il y avait aussi des petites blagues, genre
lors du chemin de mise à jour, je vous disais, l'aspect métier est pas critique. On peut s'autoriser à avoir un truc qui ne marche pas pendant la mise à jour. Et c'est tant mieux parce qu'on avait des erreurs de segmentation dans TC, qui est la commande qui permet de gérer la qualité de service et de dire bah, tel flux il est prioritaire ou pas. Donc globalement, notre outil qui permet de gérer du réseau, il ne savait pas gérer du réseau. Mais ce n'était pas grave, parce que ce qui comptait, c'était garder le lien SSH. Donc la méthodologie avec VM, ben, on fait des itérations complètes, on repart du master, on tombe sur un problème, on corrige le problème, ben, on repart du master, ou du dernier snapshot si on ne veut pas tout refaire en entier, et on rejoue la procédure jusqu'à avoir une procédure qui marche. Et une fois qu'on a un truc qui marche avec notre master dans une VM, on déploie ça sur une machine physique. Alors bien évidemment, on commence en laboratoire avec la machine qui est de l'autre côté de la paroi, et pas avec un truc qui est vraiment en production. Cette fois-ci, la machine est provisionnée, ça veut dire que l'aspect métier, etc., il y a tous les identifiants, login, mot de passe, etc., qui sont bons. Ça a permis de faire quelques itérations supplémentaires parce qu'on a trouvé des bugs qu'on n'avait pas vus, vu que la machine n'était pas provisionnée. Et à nouveau, on sauvegarde les états intermédiaires et ça permet de comparer avec ce qu'on avait avant. Et ensuite, machine de production, la maintenance est prête, le scooter est prêt, les gens sont prêts à débrancher le truc qu'on vient de casser pour mettre un truc pour remplacer. Et ça marche du premier coup. Trop facile. C'est pas fini. Au niveau de la validation du nouveau master Jessie, donc là on part du master Debian 6 et on essaye de mettre à jour, etc. pour simuler en fait une machine sortie du carton avec la dernière version du master. Bien évidemment, il fallait préparer le master en version Debian 8. Globalement, on adapte un petit peu les scripts de génération, donc il y a quelques fichiers qui ont changé, etc. Mais même méthodologie, on va comparer les états qu'on obtient pour la liste de paquets, la liste des fichiers de configuration, des liens symboliques, etc. Bon, je vais pas détailler plus que ça parce que globalement ça convergeait assez vite, c'était très similaire. Limitation, j'ai testé ça principalement en VM puisque la priorité c'était pas valider de manière définitive ce master, c'était surtout migrer le parc. Je vous rappelle, on est en Debian 6 qui est plus mis à jour depuis plus d'1 an et Debian 7 ça termine de toute façon bientôt. Du coup, procédure de mise à jour finale, mon devis disait il faut produire une procédure de mise à jour. Donc j'avais un script au sens un texte qui dit il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Pour reprendre ce qu'Evolix disait hier, on a un wiki et on fait des copier-coller depuis le wiki. Puis des fois on se trompe dans le copier-coller. C'était un petit peu le même genre de principe. Durée totale pour une machine qui est bien connectée, qui est sur une fibre et pas sur un ADSL un petit peu moyen, entre 1 heure et 2. Ok. Équipe concernée, moi je travaillais pour l'équipe qui développe le système d'exploitation, mais aussi l'équipe de maintenance qui va intervenir au quotidien sur le matériel. Il y a le temps perdu auquel on pouvait penser, parce que lancer les opérations, les copier-coller, attendre que ça termine, se rendre compte que ça a terminé, passer à la suivante, etc., c'était un petit peu embêtant. Il y a beaucoup de terminaux à migrer, et surtout, il y a le risque de « oups, j'ai sauté une étape ». Donc globalement, alors d'ailleurs, l'item 14 n'apparaît même pas, ça montre bien que c'est beaucoup trop long. On ne devrait pas avoir à faire ça. Et là, il n'y a pas tous les détails, hein, parce qu'il y a des commandes à lancer, etc. Donc on voit bien que c'est long, indigeste, et que si on loupe une étape, c'est peut-être un petit peu grave. Donc, bien évidemment, les précautions habituelles ont été prises, à savoir on déploie sur un terminal, puis un deuxième, puis un troisième, etc. Puis éventuellement sur une ou plusieurs dizaines de terminaux, des centaines, et le reste du parc. On prend un développeur à qui on demande d'arrêter de réfléchir et de suivre le script mot à mot sans essayer de comprendre ce qu'il y a dedans. On demande vraiment, s'il te plaît, sois un robot. Le problème, c'est que, loupé. Donc les applaudissements, je vous avais dit, c'était beaucoup trop tôt. La migration qui échoue et l'accès distant qui est perdu. Donc en gros, là, on a 0. Hein. C'est fin de l'histoire. Du coup, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait sauté une étape et en gros, il avait fait un auto-remove sans avoir installé les bons paquets. On a viré les init system helpers et en gros, on a dégagé les trucs qui en dépendaient. Dedans, OpenSSH Server. Fin de l'histoire. Du coup, on ajoute des commandes dans le script qui était déjà beaucoup trop long pour dire « Ah, il faut vérifier que tu es dans tel état, faut vérifier que tu es dans tel état ». Donc on a un truc encore plus long.
On dit, bon, bah, c'est pas grave, peut-être le développeur bon, était un peu tête en l'air, on prend quelqu'un d'autre. On prend quelqu'un de l'équipe de maintenance en plus, quelqu'un qui va devoir appliquer ça au quotidien. Euh, Bah là, le problème, c'est que c'est pas une ligne qui a été sautée, c'est carrément plusieurs paragraphes. Bah ouais, ça ressemblait un petit peu, alors j'en étais là, bah. Sauf que lui a été, entre guillemets, un petit peu plus malin ou un petit peu plus précautionneux, peut-être parce que justement il intervient sur la production en permanence. Et il dit, là, il y a des messages, ça semble pas bon. Ça dit, attention, attention, je vais tout supprimer. Effectivement, on était tombé dans un cas encore plus grave que précédemment. Heureusement, lui n'avait pas redémarré, donc on a pu réparer à la main. On a perdu entre une demi-heure et une heure de son temps et de 2-3 personnes. Donc 2 personnes en interne, plus moi en externe. Donc on sent bien que c'est pas génial pour une machine qui est peut-être dans un état pas génial. Du coup, rattrapage manuel, on ne peut pas faire ça sur 2500 machines. Même si on fait que sur un dixième du parc, c'est beaucoup trop. Du coup, cette description textuelle plein d'étapes, ça passe pas l'échelle. On veut automatiser les étapes en plus. Donc l'idée, c'est d'utiliser Ansible cette fois-ci en mode, je ne vais pas collecter des infos, lancer quelques commandes, je vais vraiment faire la mise à jour avec Ansible. Donc Ansible, c'est un outil d'automatisation, d'administration, de déploiement, de maintenance, etc. On peut organiser ça en groupe de machines. Donc là, c'était globalement un très grand groupe et il n'y a pas trop de différence entre les machines. Et on va définir des recettes, des playbooks, des ensembles d'actions que l'on doit mener. Pour cette migration, on a défini des étapes qui étaient dans le manuscrit qu'on devait suivre. Et l'idée, c'est qu'on va vérifier l'état dans lequel on est, vérifier qu'on a bien appliqué toutes les étapes précédentes avant d'appliquer l'étape suivante. Et dès qu'il y a la moindre erreur, on ne dit pas « oh, c'est bon, je passe à la suite », on s'arrête. Et comme ça, on est sûr que s'il y a un souci, on ne va pas aller trop loin, éventuellement perdre l'accès SSH. Du coup, on a des dépendances comme ça, avec des étapes qui s'enchaînent les unes après les autres. Et si pour une raison ou pour une autre, un truc ne marche pas, je sais pas, le réseau tombe pendant qu'on est en train d'installer de télécharger les paquets, ben on va pouvoir reprendre à cette étape-là de manière automatisée. Donc, les vérifications sont automatisées, c'est le shell qui le fait, et ce n'est pas un humain qui copie-colle des commandes pour regarder le résultat qui est produit. L'exécution est parallélisée, et quand on est sur une ou deux machines qu'on teste à la main au départ, on s'en moque un petit peu. En revanche, quand on va passer sur un grand groupe de terminaux, des dizaines et centaines de machines, on n'a pas envie d'ouvrir plein de terminaux dans son environnement. Et aussi, on a du reporting qui est intégré, donc vous avez des trucs en vert ou en rouge qui s'affichent pour vous dire ça s'est bien passé, ça s'est mal passé, etc. Et avoir comme ça un tel run a donné tant de succès et tant d'échecs. Bonus, une fois qu'on a mis ça en place, bah, la prochaine fois qu'on a besoin de faire une migration, bah, on va pouvoir s'appuyer sur ces recettes Ansible et mettre des trucs en plus au bout. C'est comme ça que progressivement, ils ont développé des upgrades tout une certaine date. Et ensuite, comme ça a permis de dire je passe à la mise à jour de telle date, puis telle autre, avec des dates qui s'enchaînent, ce qui permet d'avoir des étapes, des grands groupes d'étapes pour s'assurer que le parc est bien mis à jour avec toutes les étapes et on n'en saute plus et on n'a plus les problèmes qu'on avait à la main. Les autres problèmes qu'on a pu rencontrer, c'était des sites qui sont mal connectés, donc des ADSL un petit peu moisis, hein, je crois que c'était le terme technique. Des maintenances prolongées, du coup, parce que tant qu'on n'a pas téléchargé tous les paquets et qu'on est au milieu de la mise à jour, et le service métier n'est peut-être pas fonctionnel correctement. Donc du coup, on a fait un petit peu d'optimisation en plus. En gros, on a généré un gros paquet avec tous les points d'aide dont on a besoin. On a copié ça en avance par rapport à la mise à jour, pendant que la machine était encore fonctionnelle. Et comme ça, tout était à disposition. Et ensuite, on déclenchait la mise à jour une fois que tout était en local et qu'il suffisait d'installer les paquets. Comme ça, on a aussi optimisé la mise à jour. Et ensuite, bien sûr, on nettoie une fois qu'on a terminé. Pourquoi je vous remets ça? Parce que globalement, on était toujours ici. La mission janvier et février. Le problème, c'est que la cible, c'est Debian 8. La cible, elle bouge. Il y a ces fameuses point release. Il y a des paquets qui sont mis à jour, etc. La procédure de mise à jour part du principe qu'on passe de 6 à 7. 6 ne bouge plus, 7 ne bouge plus. Enfin, quasiment plus. Et ensuite, on passe à Debian 8. Manque de peau, le temps de se dire ouais, ça marche sur une machine, sur 2, sur 3, sur 10, sur 50, parce que 100, on n'est pas sûr. Et qu'on généralise à tout le parc, mais en fait, il s'est passé plusieurs mois. Debian 8 a été mise à jour, et la procédure de mise à jour ne marche plus. C'est quand même pas de bol. On prend du temps, on prend des précautions pour bien valider que tout se passe bien, et ensuite, bim,
on se retrouve avec un échec lors de la mise à jour. Du coup, le problème, c'est que Debian, c'est une distribution vivante, qui évolue, qui n'est pas figée dans le temps pour sa version stable. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut être proactif et dire je vais surveiller les point release, je vais me tenir au courant de l'actualité de Debian, etc. Je vais m'abonner à des mailing lists et tout ça. Le problème, c'est qu'on peut avoir exactement les mêmes soucis avec Debian Security, avec une mise à jour de sécurité qui arrive au fil de l'eau. Donc on ne peut pas se dire attention les gars, prévoyez votre week-end dans 2 semaines, il va y avoir une point release, il va falloir surveiller. Donc du coup, ce que j'ai proposé, c'est de mettre en place des dépôts personnalisés avec des snapshots validés. Donc en gros, on va alimenter des dépôts internes en regardant les listes de paquets, puisque ce sont des informations qu'on a déjà collectées, qu'on a validées, dont on sait qu'on veut exactement cette liste de paquets. On va pouvoir utiliser un outil pour créer des dépôts avec un snapshot, une copie de Debian, donc de Debian Security, etc., à un moment donné. Et comme ça, on va pouvoir dire, je veux telle version du dépôt à tel moment, et on va figer les choses. Donc cet outil, c'est ReproPro, qui est un outil ultra connu des gens qui maintiennent un peu plus qu'un paquet dans un dépôt personnalisé. Sinon, il y a apt FTP Archive, mais n'utilisez pas ça. ReproPro, c'est mieux. Ça va permettre de faire de la synchronisation depuis les dépôts officiels. On a mis une entrée de cron tab. On crée un nouveau snapshot tous les jours. Et de temps en temps, on vérifie que, ah tiens, il y a tel nouveau paquet, telle mise à jour qui m'intéresse. Je vais valider que je suis capable de passer du snapshot qui allait bien au snapshot de 1 semaine, 2 semaines, 3 mois après. Ces snapshots ne coûtent quasiment rien. C'est juste quelques lignes dans une base. Donc c'est plutôt cool. Et ça permet aussi de maintenir des dépôts additionnels, donc les fameux paquets propriétaires, le code métier peut être géré aussi par ReproPro. Du coup, on centralise ce qu'il y a dans Debian, ce qu'il y a dans Debian Security et les paquets propriétaires, et on peut figer comme ça et passer d'une version à une autre avec des petits sauts de puce sur lesquels on a la main. On choisit quand est-ce qu'on fait la migration. Donc, même chose, on sait aller d'une étape à une autre. Donc, du coup, il suffit de définir une nouvelle étape. On dit, je passe au snapshot de 1 mois après ou 2 mois après, etc. Donc, on a juste un identifiant de snapshot. Donc, on a choisi de standardiser sur la date, parce que c'est le plus simple, dans le sources.list. Et ensuite, on lance une mise à jour. Du coup, conclusion, terminaux identiques. Est-ce que ça veut dire que le parc est uniforme? Non, parce qu'il y a cette maintenance manuelle qui était en place. Mais on peut uniformiser progressivement en faisant converger, en analysant les différences et en se mettant d'accord entre développeurs et avec les gens de la maintenance sur quels sont les outils que vous voulez voir déployés sur tout le parc. Et comme ça, on analyse, on converge, on automatise. Et donc ça, c'était en gros le parc historique chez ce client-là. Il y a d'autres parcs sur lesquels la même méthode a été appliquée avec encore plus de Ansible, etc., pour encore plus d'automatisation, de fiabilisation. Une fois qu'on a une procédure de mise à jour finale, est-ce que c'est bon, c'est fini, la procédure est à toute épreuve? Non. Si ce n'est pas automatisé, je copie-colle les commandes depuis le wiki, ça ne marche pas. Pas pour 2500 terminaux. S'il y a une dépendance sur des facteurs externes, le fait que Debian évolue, etc., ce n'est pas forcément vrai. On peut avoir des échecs de mise à jour. Et comment on fait pour contrôler ces mises à jour? On peut valider, on peut créer des snapshots, les valider, et ensuite les déployer petit à petit. Et pour aller encore plus loin, on peut faire de l'intégration continue pour les paquets personnalisés, pour alimenter ce fameux paquet de dépôts personnalisés qui viennent en complément de notre archive Debian, de notre archive Debian Security. Merci pour votre attention. Si vous voulez d'autres choses comme ça, il y a ça sur le blog de la boîte. Et super, bravo et merci pour ce retour vraiment extrêmement passionnant. Quel genre de temps, Homme, ça a coûté et sur quel type d'étalement dans le temps? Alors c'est un petit peu compliqué de répondre parce que j'ai eu plusieurs missions en parallèle, mais si on ne compte pas la partie snapshot qui arrivait plus tard, justement, quand, ah bah zut, la procédure de mise à jour ne marche plus, l'étape de convergence initiale et on commence à faire du Ansible, etc., c'était de l'ordre de 5 plus 3 jours dans 2 semaines consécutives. J'avais une assez bonne idée de quels pouvaient être les problèmes parce que j'en ai discuté avec le client qui est aussi un copain. Et du coup, on avait une vague idée de quelles étaient les sources de divergence. Et j'ai déjà réfléchi à comment aborder le sujet, donc je suis arrivé avec un petit peu d'avance. Mais après, c'était relativement basique, hein. On n'a pas regardé le contenu des fichiers dans ETC, par exemple. Oui.
Frédéric Lobé. Les VM que tu as créés, tu les as créés à partir de masters anciens, c'est ça? Exactement. Voilà. Et il n'existe pas d'outils qui permettraient de recréer une sorte de clone à partir d'une machine réelle, en fait. Ça existe probablement. Le problème, c'est qu'il faut aller se connecter sur une VM, se dire le provisioning. Du coup, est-ce que je vais pas créer un doublon d'une machine qui est effectivement connectée sur la prod? Et en fait, on ne s'est pas posé la question. Ça paraissait le plus simple de repartir d'une version pas trop ancienne du master, et voilà. Mais effectivement, on aurait pu se poser ce genre de questions. Typiquement, quand on passe de Debian 8 à Debian 9, bah, ils n'ont pas fait de... c'est dans mes slides de bonus, si vous voulez en savoir plus. Il nous reste un tout petit peu de temps. Ça dépendra de vos questions, hein, c'est comme vous voulez. Typiquement, on n'a pas recréé un master en i386. Il n'y a plus de machines qui sortent en i386. Mais ce serait bien de vérifier que si on repart d'une machine i386, on arrive bien à la mettre à jour aussi comme une machine AMD 64. Donc là, pour le coup, le plan, c'était de... Comment on a fait ça? On a regardé la liste des paquets qu'on avait dans i386, on a imaginé les petits trucs dont on pouvait avoir besoin, etc. Et ce qu'on va faire, c'est la validation en laboratoire d'une machine 32 bits physique. Mais effectivement, on pourrait se poser la question de cloner cette machine, de l'importer dans un hyperviseur quelconque, et voilà. Mais ça, c'est pour lundi et mardi. Donc je peux en dire plus la prochaine fois. Merci beaucoup pour ce retour. Alors moi j'ai une petite remarque pour jouer. Je me suis amusé à passer de Debian 7 à Debian 9. Je pense que c'est encore pire. Alors j'ai pris des notes, là je les ai pas sous les yeux, mais c'est pas juste un truc qui marche pas. C'est catastrophique, quoi. Enfin, ça marche pas du moi tout. je me suis arrêté au premier truc qui marchait pas. Ouais. J'ai dit j'annonce UDEV risque de poser problème. Enfin, j'ai tendance à pratiquer l'understatement. Il est peut-être possible que UDEV dès que ça fait boum, j'ai fait haha et je suis retourné à la méthode qui marche, quoi. Mais j'ai pas creusé. Il peut y avoir d'autres J'ai blagues. essayé vraiment et du coup j'y suis arrivé, mais après tu te retrouves avec un shell sur lequel tu peux plus faire de LS, enfin des histoires comme ça. Et bon, pour arriver au bout, Bref, c'est compliqué. on passe de n à n+1 et pas à n+2 ou n+3. C'est quand même le plus simple. Exact. Une mini question, c'est est-ce que tu avais la possibilité, par exemple, d'ajouter des paquets sur les machines que tu voulais contrôler, que tu voulais contrôler, ou est-ce que tu devais faire avec les outils qui étaient déjà installés? Est-ce que j'ai la possibilité d'installer un paquet de manière manuelle comme ça Est-ce pour que, me par exemple, tu faciliter la pouvais vie? installer apt show version, des trucs comme ça pour te faciliter Ouais, la typiquement, vie? on a commencé par installer apt Fortresser un peu partout, un truc comme ça, et Aptitude, parce qu'Aptitude est plus installé par défaut, mais Aptitude Y te permet de savoir pourquoi un paquet est installé. Et quand il ne te trouve pas de raison, c'est probablement que ça peut dégager. Donc, mais oui, pendant la phase de développement, c'était possible, et puis ensuite, on s'interdit de sortir du scénario de on veut telle liste de paquets, voilà. Et la dernière question sur les snapshots de l'archive, du coup, alors c'était pas des snapshots de la totalité, c'est pas des snapshots de la totalité de l'archive, c'est... Non, effectivement, je suis passé un peu vite. C'est par rapport à la liste de paquets, on demande à ReproPro de ne synchroniser que cette liste de paquets depuis l'archive. Je me demandais pour l'auto-remove, donc tu as eu des problèmes parce qu'il y avait des packages qui n'étaient pas installés, mais même si tous les packages normalement installés étaient installés, est-ce que c'est pas arrivé que le package fait maison ait oublié des dépendances et que du coup au moment d'auto-remove, ah mince, il y en avait besoin en fait? En fait, c'est même pire que ça. On s'est retrouvé, que ce soit avec AutoRemove, avec juste j'enlève le paquet dont j'ai pas besoin avec apdget remove tout simplement. Ansible, il dit chef, oui chef, j'enlève le paquet chef. Manque de peau, quand tu as un paquet métier qui dépend du truc que tu enlèves, le paquet métier s'en va aussi. Du coup, on s'est retrouvé à installer des paquets marqués Essential Yes pour garantir que les paquets métiers ne s'en vont pas. Bon, et j'ai ça sur un slide, mais on va peut-être pas avoir le temps. Le truc qui est rigolo, c'est que si on met à jour Vim entre Debian 8 et Debian 9, ça se passe bien. Si on a un paquet Essential Yes qui dépend de Vim, eh ben, le chemin d'upgrade est différent et Vim ne sait pas se mettre à jour. J'ai pas encore le rapport de bug parce que je suis tombé dessus vendredi et je l'ai contourné avant de le signaler. Mais on peut avoir des blagues comme ça avec la suppression de paquets qui est un petit peu trop agressif, que ce soit auto-remove ou juste un remove via Ansible ou en manuel. Donc oui, on a eu ça.
J'avais 2 questions du coup. D'abord, c'est est-ce que vous avez essayé Aptitude en ligne de commande plutôt qu'APT Auto Remove? Alors, Aptitude, on a essayé de pas trop l'utiliser. En fait, il y a des va-et-vient en fait, au niveau des notes de publication sur il vaut mieux utiliser apt-get ou plutôt Aptitude, etc. Pendant un moment, Aptitude était bien meilleur pour gérer notamment l'aspect disupgrade. Aptitude ensuite a été moins développé, APT a gagné un peu plus de traction, donc ça a été un peu mieux de ce côté-là. Et typiquement, Aptitude a mis très longtemps à savoir ce qu'est multi-arch, et le fait d'avoir des paquets qui sont étiquetés avec des tags en plus, etc. Aptitude disait oh là, ton système il est tout cassé, alors qu'en fait pas du tout. Donc non, on a plutôt poussé pour supprimer Aptitude et s'assurer d'utiliser apt-get. Et du coup, Ansible, entre Debian 6 et Debian 8, ça a dû pas mal bouger. En fait, Ansible, on l'utilisait en mode relativement bête et méchant, on n'avait pas besoin de fonctionnalités particulières. Et Ansible, ce qui compte, c'est la version qui est sur le poste de la personne qui pilote. Est-ce qu'on n'a rien besoin, c'est vrai, je n'avais pas évoqué ça, mais c'est agentless, ça veut dire qu'on a juste besoin d'un accès SSH, et ensuite on va pousser du code, le lancer à distance, et ensuite récupérer la sortie. Donc du coup, ce qui compte, c'est ce qu'on a sur le poste. Et pour vous faire peut-être sourire, les gens de la maintenance, principalement, sont sous Windows. Donc du coup, faire du SSH avec PuTTY et compagnie, c'est pas forcément évident. Donc du coup, ce qui a été développé, c'est un serveur Ansible sur lequel eux se connectent, qui est bien configuré avec l'inventaire de toutes les machines, avec toutes les commandes, les playbooks, les fameuses actions à lancer. Et comme ça, tout est lancé depuis un endroit centralisé. Et ça permet d'éviter de se poser la question, en plus de ce qui se passe côté poste de la personne qui lance les actions. D'autres questions? C'est pas du tout une question technique. Est-ce que ça a entraîné quelque chose dans la mentalité de l'entreprise sur laquelle tu es intervenu? Est-ce que la conception de la maintenance et du développement a changé? Est-ce que c'était un outil même d'uniformisation voulu, ou est-ce que c'était subi comme une contrainte? Alors, je ne peux pas parler pour la maintenance parce que j'ai peu interagi avec eux. En revanche, il était clair dès le départ, justement avec ma connaissance là-bas, qu'on voulait arrêter les bêtises. Et je pèse mes mots. J'installe n'importe quoi, je fais n'importe quoi, je mets un truc dans la cron tab, etc. Donc il y a d'autres choses qu'on a pu apercevoir lors de la migration de 8 à 9. On voulait arrêter ça, on voulait standardiser, on voulait uniformiser, on voulait automatiser. C'était clairement pas une demande initiale. Le besoin initial, c'est migrer le parc aussi vite que possible. Mais au niveau démarche, on voulait pousser vers de l'automatisation. C'était pas clair qu'avec un 5 plus 3 jours, on était capable d'écrire des playbooks Ansible. Ce qu'ils voulaient, c'était que j'écrive une procédure de mise à jour qui marche, qui soit robuste. Après, l'automatisation, c'est quelque chose qui était déjà dans les cartons, sur lequel ils voulaient avancer. Moi, j'ai déjà fait de l'automatisation, mais plutôt avec Puppet. C'était l'occasion de monter en compétence sur une nouvelle techno. Donc, c'était limite une des demandes. C'était le petit bonus. Et depuis, ils utilisent de plus en plus Ansible sur tout leur parc. Et toutes les procédures de mise à jour maintenant sont écrites avec Ansible. Et maintenant, avec les petits scripts que j'ai développés en plus pour cette migration de 8 à 9, maintenant on regarde le contenu des fichiers ETC, et là on s'est arraché les cheveux en disant mais comment quelqu'un là maintenant a pu faire une manip pareille sur cette machine? Et du coup, ça va donner lieu à quelques petits tirages d'oreilles ou quelques petites remises au point pour aller vers encore plus d'automatisation et encore moins de manuel. Donc c'était quelque chose qui était voulu, même s'il n'était pas encore formalisé, quelle forme ça allait prendre, on voulait automatiser. Dernière question, si elle tient en 30 secondes. Merci à tous et à toutes. Après, y a quelqu'un après, non ?